I believe my job as an actor would be, it depends on the kinds of situations. The situations change from one thing to another, but essentially, it's to find a truth. What's the truth? So you go after what you believe is the truth. A sense of like swallowing the metaphor of the play or the movie and expressing your own interpretation of that, your own truth. I mean, this may sound a bit convoluted and complicated, but it is the only way I have of describing it. I can't think of another way. It's simply trying to find the truth in yourself and communicate it through the character. Au travers de mes vidéos, et plus largement de toutes mes années à participer à des contenus audiovisuels, j'ai toujours été animé par l'envie de jouer un rôle. Le fait d'incarner une autre personnalité. Certainement dans le but intime d'échapper à mon quotidien et de ce côté glamour qu'offre l'étiquette d'acteur. L'envie de réaliser m'est venue bien plus tard, justement pour me permettre d'avoir une excuse pour interpréter plus de rôles. Mais par manque de confiance en moi, je n'ai jamais passé le cap des cours de comédie ou de théâtre. Enfin, hormis récemment, j'ai décidé de me faire accompagner d'un coach et je pense qu'après cette crise sanitaire, je tenterai l'aventure des compagnies de théâtre ou des cours appuyés. Bref, toute cette introduction pour vous dire qu'au cours de mon autodidaxie de la comédie et plus largement du jeu d'acteur, je me suis cherché un modèle. Une image emblème de perfection dans le jeu d'acteur. Malheureusement pour moi, il me fallait trouver un modèle me ressemblant, au milieu de toute cette jungle des canons de beauté imposés par l'industrie du cinéma. Faut admettre que je suis très loin d'un Brad Pitt ou d'un Leonardo DiCaprio, m'appuyer sur eux ne m'aurait pas été bénéfique. Et Stallone, bien que lui ayant consacré une vidéo, représente pour moi plus un modèle de détermination et d'accomplissement. Donc il me fallait trouver un homme, pas très grand, en effet, j'effleure à peine le 1,70 m quand il est temps d'aller au coiffeur. Il fallait aussi qu'il possède un corps relativement banal, proche du mien. En gros, il me fallait un monsieur tout le monde avec une approche intellectuelle de ses rôles et surtout un charisme dépassant tous les autres. Et c'est là que j'ai vu Le Parrain. Film de Francis Ford Coppola, Le Parrain est une œuvre qui ne peut laisser personne indifférent. Le métrage nous embarque dans l'une des 5 familles de la mafia italienne à New York, les Corleone. Et tout particulièrement sur l'ascension de Michael Corleone, interprété par Al Pacino, le plus jeune fils de la famille qui rentre tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Au travers de ce film, nous voyons une réelle prouesse de la part de l'acteur, qui, pour l'anecdote, fut imposé par Coppola, après des négociations plus que musclées, l'obligeant même à transmettre un pré-rendu au studio de la Paramount avec la prestation de l'acteur. Pacino joue tout d'abord un homme enfermé dans un mutisme continu, plongé en permanence dans ses pensées, voulant rompre avec la tradition du banditisme, tout en restant le plus loin possible de sa famille. Volonté qu'il finira par rompre, car sa famille, suite à une tentative d'assassinat contre son père le Don, ou le Parrain en français, se retrouve sans guide. Il décide donc, au vu des soucis de gestion de la famille, de reprendre le flambeau, en se jurant de sortir sa famille de l'illégalité. Nous y verrons donc un Michael Corleone se transformant petit à petit en vrai parrain, d'apparence calme mais capable de choix glaciaux. Un homme de pouvoir commettant le pire dans l'ombre. Cette prouesse d'acteur est d'autant plus bluffante car Pacino possède tous les aspects physiques d'une personne la plus banale du monde. On ne s'attend pas, en le voyant pour la première fois, à ce qu'il sorte du lot. Mais malgré un physique voûté aux épaules tombantes, il réussit à dépasser la stature de la plupart de ses collègues. Alfredo James Pacino est né à New York en 1940, d'une famille d'immigrés siciliens, originaires de Corleone. Il sera principalement élevé par sa mère et ses grands-parents, son père ayant quitté le foyer quand il n'avait encore que 2 ans. Malgré une vie dans le sud du Bronx, Alfredo est un enfant qui parle peu, mais qui étrangement adore faire rire les gens. Très vite, il développe un goût pour le théâtre qui le suivra toute sa vie. En 1966, il obtient une place dans l'acteur studio de Lee Strasberg, fréquenté par d'autres futures vedettes comme Robert De Niro. Son don pour la comédie lui vaut rapidement une récompense au théâtre en 1969 et lui permettra de se faire repérer pour jouer dans le film Panic à Needle Park, interprétant un dealer amoureux d'une SDF. C'est justement ce rôle qui lui permettra d'attirer l'attention de Coppola, et ensuite de faire décoller sa carrière. Mais revenons à ce qui m'intéresse, sa méthode d'acteur. Al Pacino est souvent présenté comme un homme ayant une approche intellectuelle de ses rôles. Mais avant tout, son jeu est la parfaite synthèse de 2 grands courants. Premièrement, la méthode classique dite théâtrale, basée sur les aspects de la dramaturgie et de la comédie shakespearienne. Et deuxièmement, sur celle de la méthode dite de l'acteur studio, de Lee Strasberg, inspirée par le travail de Konstantin Stanislavski.
La méthode théâtrale classique repose avant tout sur des archétypes de jeu, donc des gestes mécaniques, des intentions vocales référentielles attachées à plusieurs émotions. En gros, une sorte de catalogue d'un jeu préconçu reconnu comme correct. C'est une méthode assez répandue dans le cinéma français. La méthode de l'acteur studio est quant à elle basée sur notre propre vécu personnel, la fameuse mémoire affective dans laquelle on puise pour jouer vrai. Au contraire, cette méthode est très répandue outre-Atlantique. Donc Al Pacino navigue continuellement au travers de son jeu dans cette dualité naturelle théâtrale. Au-delà de son apprentissage, un acteur, comme un auteur, apporte sa propre vision et son style à la construction de son personnage, et Pacino possède une sacrée palette qualifiée de pachinéenne. Tout d'abord, Al, par sa carrure, appose l'idée du soft body, au contraire des hard body qui suivront dans les années 80. Ce qui joue beaucoup sur ses interactions physiques d'affrontement. Il est presque toujours montré en dessous de ses adversaires. Toutefois, il arrive à en tirer profit en développant un côté glamour très érotique et puissant lors des phases de séduction. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une grande capacité d'alternance des rôles, jusqu'à jouer des anciens sportifs. Pacino possède d'ailleurs une grande capacité d'adaptation avec le côté urbain des grandes villes, comme New York, certainement forgé par son physique et sa jeunesse dans le Bronx. Au travers de sa carrière, on peut également remarquer certains thèmes fétiches à l'acteur. Tout d'abord, celui de la survie de son espèce, de sa famille, comme un besoin animal, le besoin également de transmettre via un enfant ou un fils spirituel, ainsi que celui du grand Manitou, de l'homme qui tire les ficelles ou qui ne veut pas faillir, mais aussi celui du voyeur ou de l'observateur. Ces rôles sont souvent accompagnés de textes importants, à vocation tragique. C'est justement ce que beaucoup de réalisateurs demandent de Pacino, le fait de savoir transcender l'anodin en figure tragique. Cette figure, dont une grande partie de la composition, passe par son regard, vif et intelligent, qui aime pointer le hors-champ. Pacino est un acteur énormément utilisé pour l'intensité et l'expressivité de son regard. On peut même dire qu'il écoute avec ses yeux, ce qui lui donne une grande importance dans l'exercice des contre-champs. L'un des meilleurs exemples est dans Scarface, et la fameuse scène de la tronçonneuse. Dans cette scène, tout se passe hors champ, mais l'intensité du regard de Pacino façonne notre imagination face à cette horreur. C'est d'ailleurs, de mon point de vue, une scène digne d'une masterclass, que ce soit au niveau de la réalisation ou du jeu d'acteur. Malgré tout, Pacino arrive aussi à se mettre en avant en cachant justement ce regard et son visage. Ce qui rejoint justement une autre particularité du jeu de Pacino, son côté très tactile. Pacino aime empoigner les choses, que ce soit un acteur, des objets comme un verre, un téléphone et même un briquet avec lequel il joue constamment dans le parrain afin de se canaliser. Cela lui permet de rendre crédible la gestuelle de son personnage, de confirmer sa propre existence par le travail de l'accommodation au quotidien. Al est aussi très connu pour ses Pacino Blast. Celle-ci consiste en un haussement imprévisible du ton de la voix, sur un mot ou une courte phrase, suivie d'un retour au calme tout aussi soudain. Bref, Pacino est limite un fascicule vivant de tout ce qu'il est possible de faire en matière de jeu. Pour conclure, Al Pacino est pour moi une source intarissable d'inspiration, la parfaite synthèse du tiraillement entre le jeu de la méthode et les styles classiques théâtrales. Et malgré un statut d'icône imposant, il est avant tout un acteur-auteur de ses propres rôles, mais aussi un passionné de son travail qui est toujours prêt à donner des conseils. You never know where you're going to get inspired. You never know where it's going to come, what it comes from. And you sort of don't even know when it'll happen. You only hope for it to happen. Ce qui en fait donc un objet d'étude particulièrement riche pour tous les apprentis acteurs et autodidactes comme moi. Bien que le plus difficile sera de ne pas simplement l'imiter, mais de s'en inspirer comme lui-même s'est inspiré de Marlon Brando. Pour finir, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'analyse de son jeu, je vous invite à découvrir ce livre, Al Pacino, le dernier tragédien de Christophe Damour. Livre que je dévore régulièrement et qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à la commenter, la liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Quoi qu'il arrive, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!